Bonsoir à tous. Juste un tout petit mot d'introduction pour remercier le directeur de Total, ici présent, d'avoir relevé le défi de cette troisième conférence, après la dernière qui était sur la communication. Sur un sujet qui est au cœur de l'actualité, qui plus est dans l'environnement géopolitique que nous connaissons, avec une très forte manipulation d'informations, pour faire écho à la dernière conférence que nous avons eue. Il me semble que ce sujet a toute son importance et surtout, il est nimbé d'un certain flou, de beaucoup de fantasmes. Et ce que j'espère, le Dr Hamas va nous présenter permettra d'éclaircir les enjeux de l'intelligence artificielle, ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, comment ça fonctionne et qu'est-ce que l'on peut en tirer pour rendre le monde dans lequel nous vivons plus sûr. Voilà. C'est ça qui est quand même le plus important, c'est d'arriver à exploiter à des fins de sécurité l'intelligence artificielle à notre profit pour pouvoir lutter contre toutes les menaces. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais en tout cas dans le domaine de la défense, puisque ces conférences ont pour vocation de mettre en lien les forces d'une école, en l'occurrence ici une école d'ingénieurs, avec des sujets de défense. Et donc c'est dans cette perspective que nous avons cette conférence. Voilà, donc en tout cas, je voudrais vous remercier de vous être déplacés déjà en nombre. Je ne doute pas que la conférence que vous allez nous disposer docteur sera passionnante. Je vais vous céder la parole et je la reprendrai brièvement à la fin pour un petit mot de conclusion. Monsieur le gouverneur, mesdames et messieurs les officiers et les sous-officiers, merci beaucoup de nous avoir proposé de relever ce défi et de nous accueillir ici dans cette salle magnifique que j'ai vue. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir une salle qui est bien remplie. L'ICAM, école d'ingénieurs, je n'ai que 2 mots à dire puisque c'est le docteur Hamas qui fera la conférence ce soir. Une école d'ingénieurs, si on dit à ceux qui rentrent à l'ICAM, bienvenue dans une aventure humaine et scientifique. Et on va placer cette double exigence d'être techniquement compétent et humainement responsable sur le même pied d'égalité sur l'ensemble de la formation. Et demain, pour les alumni dans leur métier, l'exercice de leur métier, on pense et les entreprises nous disent que ces 2 caractéristiques-là sont représentatives de l'ICAM aujourd'hui. Avec le développement, ces caractéristiques, elles sont présentes depuis 110 ans, 125 ans, parce que l'ICAM a été créé en 1898. Depuis, le monde se développe et on a eu un fort développement à l'international depuis 20 ans et aujourd'hui, à Strasbourg, un fort développement sur le numérique, ce qui nous permet, quand vous nous avez proposé de faire une conférence, de choisir un sujet sur le numérique. Peut-être tout de suite un tout petit film de 2 minutes et qui sera largement aussi parlant que tout ce que je pourrais dire.
Rabi est aujourd'hui responsable de notre département numérique, donc à l'ICAM Europe. C'était enseignant-chercheur et il a démarré par son doctorat en 2015 en traitement d'images. C'est important, pendant 3 ans, Rabi a passé du temps et a joué un rôle déterminant dans la fondation d'une université que peut-être vous ne connaissez pas, l'université franco-azerbaïdjanaise, qui est la branche de l'université de Strasbourg à Bakou, en Azerbaïdjan. Puis, il nous a rejoint en 2019, en commençant à créer des masters spécialisés dans le domaine du numérique, donc un bac plus 5 pour les étudiants, pour avoir une spécialisation de master spécialisé. Rabi, à toi de jouer. Merci. Je continue sur le domaine de recherche. Aujourd'hui, je fais la recherche dans le domaine de l'IA de confiance appliquée justement sur les images, sur le texte, aussi appliqué sur les graphes, parce qu'on va voir ensemble l'importance des graphes pour la représentation des systèmes. Et je participe à une multitude de projets, dont projet SkyMind. L'idée du projet, c'est aujourd'hui de travailler sur l'IA multimodale, avec par exemple comprendre le comportement cognitif d'un pilote d'avion aussi. On est au démarrage de ce joli projet et plein de choses à découvrir aussi dans ce domaine. Pour faire de cette conférence une interaction surtout avec le public, vous avez le droit de n'importe quel slide ou de n'importe quelle période de poser des questions. Vous avez ce bureau-là, vous pouvez faire, avec ce flash, vous aurez la possibilité de mettre des questions ou bien voter pour d'autres questions aussi tout le long de la conférence, ou bien en visitant mon chat et en mettant le code suivant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Quand on dit IA et en même temps cybersécurité, je vais être franc avec vous, c'est qu'on va commencer d'un chemin qui n'est pas connecté au début par l'intelligence artificielle, ce que c'est, comment on peut la faire, et les avantages et les inconvénients et les limites. Après, on va voir en cyber, c'est quoi ces menaces, et surtout aujourd'hui avec beaucoup d'objets connectés autour de nous. Puis après, on va voir les menaces générées par l'intelligence artificielle pour parler de notre recherche dans ce domaine et comment on a essayé d'aborder ce sujet à la fin. C'est très technique, mais bon, je passe très vite sur cette partie pour que ça reste compréhensible. Alors, on commence par le sujet de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces deux termes, intelligence et artificielle, alors qu'on est d'accord dans le monde scientifique que la définition du terme intelligence n'est pas commune. Ça veut dire que ça dépend si on est dans le monde de psychologie, dans le monde social, dans la neurologie, etc. Chacun a sa propre définition et oublions, c'est pas scientifique, tout ce qui est test IQ, tout ce qui est test tout ce qui est test IQ, ou bien réponse rapide, calcul mental, etc. Tout ça ne reflète pas de l'intelligence, ou bien ça rejoint une définition particulière. Et on ajoute à ça les informaticiens qui ont ajouté leur propre définition de l'intelligence. Et du coup, ça fait vraiment un cocktail de définitions, mais chacun il met son propre définition. Ça veut dire que le neurologue parle de tout ce qui est cognitive reflection test, etc. Et du coup, ce qui est commun, c'est que c'est un sujet hyper complexe à définir. Ça dépend du contexte, ça dépend du domaine, ça dépend des usages pour les différents individus. Et du coup, l'intelligence artificielle, les informaticiens, ils arrivent, surtout les mathématiciens, ils arrivent et ils disent ok, du coup, on va définir notre propre intelligence et on va essayer de simuler ce fonctionnement humain
avec les fonctions mathématiques et plus tard avec tout ce qui est informatique pour simuler ce domaine. Et ils ont commencé à dire n'importe quelle communication, on va dire if, else, ou bien si pour on fait ça ou on passe dans une porte, ça s'ouvre, etc. C'est déjà de l'intelligence bas niveau. Et du coup, il n'y avait encore pas le sujet de mémoire. On va voir pourquoi. Parce qu'on a passé des diodes comme ça pour stocker le 0 et le 1 dans une salle à un ordinateur portable et encore des microchips qui sont encore plus petits. Du coup, on peut dire qu'aujourd'hui en informatique, on parle de tout ce qui est computing. Toute l'intelligence artificielle, ça se définit sur ces cinq niveaux. Computation, ou bien après le niveau d'automatisation des tâches qui c'est un petit peu plus complexe, pour une intelligence qui est très proche de ce qu'on fait, ou des tâches définies, à une intelligence générale, tout ce qu'on voit avec ChatGPT et compagnie, à une super intelligence. Et on va voir ce que ça veut dire. Pourquoi on a eu ces niveaux-là? Parce que la définition du terme intelligence artificielle, ça date depuis les années 50. Et du coup, on a passé avec des printemps de l'intelligence artificielle et des hivers de l'intelligence artificielle à cause de l'effet de Moore et l'effet de la complexité de stocker tout, d'avoir tout sur une machine. Du coup, les machines n'aidaient pas à faire des grandes choses à cette époque-là. Et on n'avait pas ce stockage de données en masse qu'on a aujourd'hui. Puis après, on a découvert les systèmes experts. Le système expert, c'est de pouvoir simuler un fonctionnement global, un graphe qui dit si on a ça, on fait ça, ok, on chope les documents dans ce dossier-là, ou bien dans cette file-là, etc. Et puis après, on a passé sur l'idée que c'est hyper complexe, que des graphes représentent tout, et vraiment tous les sujets de la vie. Mais entre-temps, il y a eu ce passage en Web 2, ce qu'on appelle les web dynamiques, ça veut dire tout ce qui est stockage ou message texte stocké sur le web, ou bien les images qu'on peut les mettre. Et du coup, d'un seul coup, il y a quelques années, une dizaine d'années, depuis 2010, on a eu beaucoup des images sur le web, et on a pu, avec ces images, faire ce qu'on appelle le deep learning, ou l'apprentissage profond, en français. Du coup, depuis 2010, les choses ne cessent à évoluer, augmenter rapidement, parce qu'aujourd'hui, on peut faire ça avec les images, avec les textes, avec les données météo qu'on a, avec l'humidité, etc., etc. Et on a des systèmes qui arrivent à mémoriser ce qui se passe et pouvoir générer des informations là-dessus. Le terme intelligence artificielle, c'était une idée d'un titre d'une conférence internationale. Cette conférence internationale, il n'y avait que, là dans la photo ils sont 7, mais en vrai, sur la durée, il n'y avait que 6 qui sont vraiment là du début jusqu'à la fin. Et dans cette conférence, en 1956, ils ont inventé le terme intelligence artificielle, et depuis on ne cesse pas de parler de ça. Ce sont les parents de l'IA aujourd'hui du terme. Alors, c'est quoi l'IA encore une fois? C'est reproduire le fonctionnement humain sur comment on apprend à reconnaître, par exemple, un chat et un chien. On le voit, on voit la tête plus loin et on arrive à le reconnaître, etc. Du coup, tout ça, c'est reproduire les choses qu'on sait déjà faire, qu'on arrive à apprendre à le faire. J'ai parlé à partir de si on oublie la partie computation, le calcul, tout ce qui est calculatrice, ok. Si on oublie la partie automation, ou bien l'automatisation de robotique, etc., on a encore 3 niveaux. Le premier niveau, c'est l'intelligence artificielle proche. C'est tout ce que les systèmes aujourd'hui savent faire tout seuls. Ça veut dire, je demande à Alexa d'appeler Razan, et il va le faire tout de suite. Puis après,
Alexa, Siri, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'intelligence très proche, ou bien la maison intelligente qu'on peut programmer. Après, on a, depuis 1 an et demi, 2 ans, on a tout le boom de ChatGPT, ce qu'on appelle l'intelligence générale. Ça veut dire que des chatbots comme ChatGPT, Bard, qui est maintenant Gemini, Mistral, etc. Ce sont de l'intelligence avec beaucoup de données et ils peuvent répondre à tout type de questions. Et c'est ce qu'on appelle l'intelligence générale. Et par la suite, il y a des gens qui disent qu'il y a de la super intelligence qui va dépasser tout, qui va tout faire, qui va sortir de l'ordinateur pour parler, je ne sais pas comment. Mais ça, c'est vraiment de la spéculation. Parce que c'est en termes humains, aujourd'hui, même à l'époque des philosophes, on parlait de tout un petit peu, mais quand même, on ne pouvait pas être philosophe, en même temps un agent dans l'armée, très fort, très puissant, etc., de tout faire. Et ça aussi avec l'IA, on ne va pas arriver là, on va revenir vers la spécialisation. On va parler de ça. Du coup, là, je mets le mythe de Nabu, qui est le dieu du savoir, de tout le savoir en général. En apprentissage profond, on a 3 types d'apprentissage. On a l'apprentissage par surveillé, pardon. Ça veut dire on donne les images des chiens, on donne les images des chats. Et puis après, on dit au système, tu peux maintenant différencier. Il répond, on dit ok, c'est bon, la machine a appris comment le faire. On a ce qu'on dit l'apprentissage sans surveillance ou non supervisé par l'homme. Que, par exemple, on donne le type de cellules qu'on a ici et la machine elle-même, directement, elle va découvrir qu'il y a une différence entre les cellules et pour ça, on arrive à différencier les deux classes de cellules, ou bien le groupe A et le groupe B. Et il y a le 3e type, c'est tout ce qu'on a dans les jeux vidéo, dans les jeux en général, c'est quand, par récompense, on dit au chat assis et on le récompense avec un poisson, il va comprendre tout le temps que quand on dit assis, il va lier ça à une récompense et il va faire ça tout le temps. Bon, les chats ne font pas ça d'habitude, mais c'est surtout les chiens. Mais voilà, c'est vraiment les 3 types, et ces 3 types se basent sur un seul concept, qui est la simulation d'un neurone réel dans la machine. Ce qu'on appelle la fonction d'activation, de non-activation. C'est-à-dire, on a des valeurs qui arrivent, on les additionne, et à un moment donné, ça active, ça désactive, et c'est pas nous qui décidons quand est-ce que ça active et ça désactive, et c'est pour cela que le sujet du black box, ou bien la non, on ne sait pas ce qui se passe dans la machine avant de donner ces réponses-là. Peut-on faire de l'IA nous-mêmes? C'est-à-dire chacun des jeunes qui sont ici, ou des passionnés, on va dire, est-ce qu'on peut faire une intelligence artificielle chez nous à la maison? Oui, on peut. Il suffit d'avoir des données en masse, des données, ça peut être de votre jardin ou de votre fenêtre que vous pouvez avoir. Après, il y aura des modèles à décider quel type de modèle on doit choisir. Et puis, la machine à utiliser. Au niveau des données, il faut que ça soit des données sans beaucoup de bruit. Ça veut dire, on va différencier des choses, on va avoir les données d'humidité. On ne peut pas avoir des données d'humidité et de température en même temps, par exemple. Ça doit être vraiment avec le moins possible de bruit. C'est ce qu'on appelle le bruit. Riche en détails, ça veut dire on voit vraiment, on arrive à détecter chaque seconde ou chaque minute quelle est l'humidité de notre peau, etc. Puis après, sur les modèles, il y en a plein. Sur Internet, vous pouvez juste les télécharger et voir comment ça marche. Ça dépend des architectures, ce qu'on appelle des architectures de modèles. Et sur la partie, par exemple là, c'est quelques lignes de code, c'est de l'IA qui peut différencier des images. Et on pense que ça va être des milliers de lignes de code, mais c'est pas vrai parce qu'il y a déjà des librairies
qui sont là depuis longtemps, qui sont développés. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a besoin en dernier? L'élément clé, on va dire, c'est la machine. La machine qui doit être vraiment puissante pour faire des calculs, surtout si on travaille avec les images ou les vidéos. On va voir un petit peu. Donc, par exemple, et pas seulement ça nécessite que ça soit puissant, c'est aussi hyper cher. Bon, les prix changent, bien sûr. Mais là, par exemple, le V100, ça coûte 14 000 dollars. C'est à peu près en gros, c'est la même chose. Et il y a aussi d'autres machines qui coûtent 130 000, qui sont encore plus puissantes. Du coup, oui, on peut le faire, mais on doit avoir les moyens, les vrais moyens et les vraies données pour pouvoir le faire bien. Les avantages et les limites. On peut penser que les avantages et les limites, ils sont tous dans ces films-là, que je vous invite, si vous n'avez pas encore regardé, à les regarder. Mais en vrai, l'IA, c'est déjà là, entre les mains. Ça veut dire que vous avez toujours, tous, entre un compte Gmail, par exemple, et déjà Gmail, il utilise l'IA pour classer les mails dans un spam ou pas spam, etc. Les jeux vidéo, Alexa, Siri, le GPS, et ainsi de suite. Encore des domaines beaucoup plus puissants, qui touchent à l'humain, c'est dans le domaine médical. On utilise beaucoup l'IA. Aujourd'hui, on utilise l'IA avec la réalité augmentée ou la réalité mixte pour, par exemple, faire des chirurgies hyper complexes, pour enlever des tumeurs, des endroits vraiment difficiles à atteindre, etc. Ou bien dans l'usinage, dans la détection des défauts qui peuvent se passer pendant la fabrication avec une simple image, avec une simple caméra, un simple système. On arrive à détecter que voilà, il y a des défauts et on peut les éviter ou arrêter la production. Du coup, aujourd'hui, il y a beaucoup d'avantages de l'IA, mais aussi, on va voir par la suite, qu'il y a aussi des menaces à cause de ça, parce que ça peut nous aider à rédiger des rapports, ça peut halluciner, etc. L'IA générative, ce que tout le monde maintenant parle depuis ChatGPT, parce que il est mis pour le public, c'est produire des nouveaux contenus, vraiment nouveaux, de la partie qu'on veut. Ça peut être des données data, texte, comme dans ChatGPT, Claude, Mistral, Gemini. Ça peut être des images, comme Midjourney, Stable Diffusion, Ideogram, qu'on a utilisé beaucoup nous en équipe. Ça peut être des autres, avec Beethoven ou Whisper, etc. Et ça peut être, ou Eleven aussi, c'est Eleven le plus connu, ça peut être des vidéos. Synthesia, DIE, VidJump, etc. Et parce qu'on est passionné, on suit ces plateformes et tous ceux qui prétendent dire qu'ils font de l'IA. Et on peut discuter, qui fait ça bien, moins bien, etc. C'est un autre sujet. Et du coup, ça, aujourd'hui, c'est déjà pour le public. Ça veut dire chacun, il a une adresse mail, il peut ouvrir un compte, il peut essayer avec, de créer des choses, de créer de nouveaux contenus ou de poser des questions. Alors, cela crée beaucoup de problèmes, ou bien des choses encore, des challenges, on va dire, les problèmes juridiques, les problèmes des données qui sont biaisés, parce que le monde n'est pas idéal. Et si le code, comme les plateformes comme ChatGPT ou comme Claude, figent ce monde qui n'est pas idéal, qu'il y a du racisme, etc., ça veut dire que la machine, elle va apprendre d'être aussi raciste. Ou bien, ça va apprendre des problèmes. Et du coup, j'invite, ou bien macho, ou bien, etc. J'invite, pour cela, qu'on fait le crowd data cleaning. Ça veut dire, il faut que tous, on collabore ensemble pour nettoyer ces données. Parce qu'aujourd'hui, ça peut apprendre sur tout et n'importe quoi. Du coup, il y a un biais de données initiales. Par exemple, ChatGPT, aujourd'hui, il donne l'opinion des jeunes ingénieurs qui sont à Silicon Valley. Seulement là-bas. Il ne donne pas l'opinion d'un Français qui est à Paris, par exemple.
et n'est pas égalitaire pour les langues. Ça veut dire que le pourcentage des données qu'on a donné en anglais pour ChatGPT, elle n'est pas égale au pourcentage de textes qu'on a donné en français. Il n'y a pas d'égalité de langue, ça veut dire aussi pas d'égalité des réponses quand on lui pose la question en français ou en anglais, c'est pas la même chose. Et Mistral, par exemple, ils étaient créés à la base que ce soit l'intelligence artificielle française, qui a aussi l'éthique française. Le règlement européen, en Europe, on était en avance par rapport à tout le monde pour dire attention à l'intelligence artificielle, les risques qu'on peut avoir. Et du coup, ils ont imposé que ça soit de l'IA sûr, transparent, non discriminatoire. Ils ont mis aussi la traçabilité, ce qui est très bien parce qu'il faut voir comment on arrive là. On doit voir les datas. Par exemple, que toutes les plateformes nous ont appris sur ces datas-là, sur quel type de data, quel type de mots-points ils ont appris. Et les problématiques, par exemple, je vous montre ici une chanteuse qui était complètement créée par l'IA. Le son il est un peu haut, mais Michaela, elle est créée complètement par l'IA. Il y a des fans, il y a des jeunes qui sont complètement d'elle. Je passe la vidéo pour dire que BMW, ils ont créé une pub avec Michaela. Ils n'ont pas pris quelqu'un pour faire la pub de leur Jeep. C'est ça, ouais, c'est un Jeep. Et ils ont pris Michaela pour faire la pub et pour faire l'annonce tout le long. 3 minutes d'annonce, je ne veux pas vous la laisser l'annonce en 3 minutes, bien sûr. Mais je vous laisse voir ça sur Internet après. Et du coup, c'est beaucoup de questions éthiques par rapport à cette chanteuse-là. C'est un individu, c'est pas un individu, elle doit payer les impôts, elle doit pas payer les impôts. Ok, l'entreprise, elle paye les impôts parce que c'est une entreprise qui a payé. Mais aussi, c'est un individu. Ça peut être auto-entrepreneur tout seul, cette IA. Alors, voilà, ça peut créer vraiment beaucoup de questions. Là, un autre sujet, au moment, une pub aussi qui a créé un buzz sur Internet parce qu'elle est une image générée par l'IA. Au moins, on le dit, ça c'est bien. Mais, du coup, cette image, en fait, elle était générée par l'IA, mais pas en totalité. Ça veut dire qu'ils ont pris vraiment une image, c'est ça leur argument, et après, ils ont pris quelqu'un pour générer des personnages dans l'image. Il faut que je le garde là, je ne sais pas mis le minuteur. Et l'IA génératif qui n'est pas spécialiste aujourd'hui. L'IA génératif n'est pas spécialiste. Et aussi, il y a beaucoup de problèmes, comme on a dit, de transparence, de traçabilité. Du coup, l'IA, elle n'est pas encore une IA de confiance pour dire les choses comme telles. On revient sur le point de cybersécurité. On a vu ce que l'IA peut faire, un petit peu, mais il y a encore des choses à vous montrer. Au niveau cybersécurité, aujourd'hui, vous avez beaucoup de matériel. Beaucoup de matériel qui sont tous risques d'infiltration d'un programme, d'un virus, oui, mais aussi de fuite des données, ou bien d'espionnage des données, etc. Et du coup, on a tout le sujet de messagerie, la mise à jour, le mobile, les applications, le Wi-Fi par exemple. Là, je me suis connecté sur mon propre Wi-Fi et ça c'est bien, parce qu'il ne faut pas que je me connecte sur le Wi-Fi de l'établissement. Parce que c'est un risque. C'est-à-dire, si je connecte mes appareils, etc., c'est un risque pour l'établissement et il faut bien faire ça. Alors, les hackers, ils ont on va dire, des motivations qui peuvent être parfois le gain comme ça, juste s'amuser. Le gain politique aussi. Et il y aura des concurrences entre les entreprises. Ça peut être la concurrence. Et les objectifs, c'est souvent de choper les données, parce qu'on a dit le nouveau pétrole pour l'intelligence artificielle, ou bien aussi le pétrole
éternel de toutes les entreprises, c'est leur savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est les données qui sont stockées dans des rapports, dans des dessins, etc., etc. Et du coup, on peut empêcher la production aussi dans une usine si on attaque une usine ou une ligne de production, ou bien atteindre l'image de l'entreprise. Par exemple, je vais donner des exemples. Ce qui s'est passé avec France Travail récemment, on risque 43 millions de dossiers entre les mains des hackers, mais bon, les hackers sont entre les mains maintenant de la police, mais c'est aussi un grand risque. Du coup, au niveau des attaques, ça peut être divers et varié. Ça peut être le phishing ou bien ce qu'on appelle le hameçonnage. Le phishing, c'est quand on reçoit un message avec un lien suspect ou bien un QR code. Bon, le QR code, c'était vraiment pour le mur et pour les questions. Du coup, le phishing, c'est quand on reçoit un lien bizarre et on reçoit toute la journée des liens. Inscrivez-vous pour cette offre-là, etc., etc. Ou encore pire, les virus, ce qu'on appelle les malwares, ce sont des logiciels qui peuvent s'installer d'une manière parfois autonome à cause des codes qui sortent sur les pages web qui ne sont pas sécurisées. Les attaques par denial of service, ça veut dire on met hors service la plateforme, par exemple, du CAF, et ça crée vraiment des dégâts pour les gens, pour leur vie du quotidien. Exploitation du premier jour, on développe une application, on la met sur Internet, et on voit, boum, elle est hors service, parce qu'il y a déjà des hackers là-bas qui font que, voilà, voir la première application qui sort, quelles sont les vulnérabilités. On a même fait ça avec ChatGPT d'ailleurs, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et c'est pour cela qu'on a eu des pages Do Anything Now et compagnie. Les attaques sur les systèmes physiques, les interceptions, les réseaux sociaux, l'harcèlement sur les réseaux sociaux aussi, ça s'applique dans la famille des attaques cyber en fait, et la falsification des personnages. Par exemple, quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit moi je suis votre fils, je suis coincé, je ne sais pas où, vous pouvez m'envoyer 100 $, etc. pour le lien. Et du coup, il y a beaucoup d'efforts au niveau international, comme cette plateforme de Mitre. Mitre Attack, c'est pour un peu résumer tous les attaques qu'on peut avoir, avec tous les scénarios qu'on peut avoir dans ces attaques qui sont déjà connus. Je la présente parce que c'est important pour la suite. Maintenant, la tendance de ce qui se passe l'année 2023 et de ce qui va se passer en 2024, c'est, en fait, on peut les classer dans 4 grandes familles. Les attaques sur l'identité, ça veut dire, au lieu de hacker votre compte, on essaie juste d'intégrer le compte. Classiquement, je sais votre adresse mail, je vais tenter avec l'intelligence artificielle va aider bien sûr, de créer tous les mots de passe possibles que vous avez imaginés. Du coup, il y a beaucoup de ça en ce moment et beaucoup de phishing. On va voir la tendance, elle est la même, ça c'est des tendances internationales, et elle est la même en France. Pour avoir des cartes, ou bien le public facing app. C'est vrai que les jeunes aujourd'hui, je vais voir mon visage dans 50 ans, comment ça va être. On prend une photo, etc., avec des applications diverses et variées, et ils ne sont pas toujours fiables, ces applications. Ils ne sont pas toujours fiables. Les données, on a appris qu'il y a 2 types de fuites. Il y a la fuite et il y a l'aspiration, on va dire, la vol direct, autre que la fuite. Et ça prend entre 32% et 300% en fait sur la globalité. Les misconfigurations du premier jour ou bien d'autres misconfigurations, ça veut dire qu'on va faire l'update sur votre ordinateur, aussi ça risque beaucoup. Tout ce qui s'est passé récemment, pas récemment, il y a quelques années en Ukraine,
c'est parce qu'il y a plein des établissements qui n'ont pas mis à jour leur compte, et c'est aussi reproduit en France au niveau du ransomware attaque. Et l'IA générative qui va créer des problèmes qu'on va voir en nous. Du coup, les recommandations sont simples. En fait, on passe aujourd'hui, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a beaucoup de plateformes qui passent d'un mot de passe vers les clés. Et les clés sont beaucoup plus difficiles à falsifier parce que ça peut être aussi des chiffrages encore plus avancés avec les clés, ou bien le multifacteur. Ça veut dire on se connecte sur la télé, mais il faut se connecter sur le téléphone ou sur la tablette d'abord, etc., pour que ça rejoigne. Pour les données, et heureusement ça s'est passé après tout ce qui est ransomware attack, etc. Les données, aujourd'hui, les entreprises les stockent à part, les chiffres, et une fois ils sont attaqués par ce type d'attaque, ils disent aux attaqueurs qui bloquent les données en chiffrant les données, en demandant de l'argent pour la clé, ils disent ok, bah, nous on ne donne pas d'argent, faites ce que vous voulez faire avec les données là. Mais en vrai, parce que il y a de plus en plus des sécurités là-dessus. Les patchs, les corrections, les mises à jour, il faut vraiment beaucoup patcher pour les nouvelles applications, et surtout la sensibilisation sur la dernière partie. Apprendre c'est quoi l'IA, qu'est-ce que ça peut générer, etc. Parce qu'une fois on voit ce que ça peut générer, on peut détecter, voilà, ce vidéo il est deepfake, cette photo elle n'est pas correcte. On investigue nous-mêmes. Et la blockchain pour la partie aussi data, ça peut beaucoup aider à sécuriser. En France, si on prend le rapport de malveillance, on regarde au niveau du particulier, des entreprises ou des collectivités, on voit toujours le phishing, le hameçonnage, toujours sur le podium dans les trois, parce qu'il y a vraiment beaucoup de messages là-dessus. Piratage de compte aussi sur le podium chez les trois. Mais chez les particuliers, ce qui est différent, c'est la partie vous aide techniquement à mettre à jour votre appareil. Appel téléphonique, souvent de l'Inde ou d'autres régions du monde, mais souvent de l'Europe. Et la tendance, c'est toujours la même. Les problèmes sont le faux conseil bancaire et bancaire. C'est encore. Voilà. Et pour la partie ransomware ou bien rançon, en fait, on voit ici la liste des groupes d'hackers qui font ça. Par exemple, Lockbit 2.0, Red, Lockbit, Lockbit 3, tous c'est la même famille. On voit là, quand il était responsable de beaucoup d'attaques récemment, en France et ailleurs dans le monde. Et du coup, il y a eu 10 pays qui ont collaboré avec l'Interpol et tout ça pour essayer de prendre ces gars-là. Heureusement, ils disent que maintenant, c'est bon, c'est réglé. On ne sait pas encore. Le même groupe, il dit non, on est encore là. On va voir la suite. Et ils ont fait ça grâce à un suivi graphique où l'argent passe, par quel billet, alors que l'argent, il était censé aider avec Bitcoin, avec le chiffrage, la technologie blockchain. 3,7 millions d'euros coût moyen d'une violation de données. Il y a une baisse, mais c'est encore un coût élevé. Et en ransomware, 1,5 million de dollars demandés en moyenne. 38 millions d'euros montant record pour la plus grosse arnaque au président. Je ne sais pas si vous connaissez cette arnaque, mais c'est de demander l'argent en disant qu'on est le président d'une association X, etc., etc.
Et 38 millions, ils se sont chopés aussi les gars qui ont fait ça. Et c'était des groupes mix, local et international. Heureusement, le budget de cybersécurité augmente dans les entreprises. Non pas assez, on va dire, mais il faut faire. J'ai reçu ça juste le 2 mars, pendant la préparation pour les conférences. Et ça demande, ça me dit que j'ai une amende. Une amende de 35 €. Je regarde le lien. Oups. Voilà. J'ai cliqué mal. Ok. Du coup, je regarde le lien, regardez ce lien. Il n'est pas lien de ouf.fr, il n'est pas du gouvernement, il est. En fait, j'avais rien fait, mais c'était un phishing. Et c'est un message téléphonique parce que mon numéro de téléphone circule dans les différents groupes et je pense qu'il y a des bots quelque part qui envoient ces messages. Et du coup, le plus important, c'est de déclarer ces messages, de déclarer le numéro de téléphone pour empêcher peut-être. Oui, c'est de tenir le micro en haut. Ouais. Oui, comme ça. Ouais. Désolé. Oui. Du coup, il faut déclarer les messages et comme ça, au moins, on empêche que le numéro de téléphone encore envoie des messages aux autres avec le 33 700. Là, j'étais en train de parler de France Travail qui ont eu un piratage entre le 6 février et le 5 mars. C'était long. Ils ont capté 43 millions de comptes de personnes. Les menaces de l'IA générative. On a dit, l'IA générative, ça peut générer des textes, des images, des vidéos. Bon, on passe à l'audio pour ce soir. Par des messages textes, par exemple, tous ces sujets de cyberharcèlement, bon, c'est des médias, mais voilà. Ou bien cette image générée pour le peuple. Mais comment on détecte que c'est de l'IA? Parce que regardez la main. C'est juste là, on arrive à soupçonner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toujours regarder la main dans les images générées par l'IA, surtout pour celles qui sont moins sophistiquées. Aussi générées par l'intelligence artificielle, notre président, ou bien Donald Trump. Et regardez ces mains de partout, cette main qui est comme ça dans le ciel, qui n'est pas connectée à n'importe quel humain. C'est juste une main vivante comme ça qui vole. Et ça, c'est avec les images. Et avec les vidéos, aujourd'hui, on peut générer des vidéos de ce type. Dans le sens, là, c'est généré par Sora, qui est aussi un projet de OpenAI, qui ont fait le même ChatGPT. On voit qu'elle glisse un petit peu pendant qu'elle marche, mais bon, c'est pas ça qui est le plus dangereux. On va dire, ça c'est une autre image aussi, vidéo générée, mais on voit des rues qui sont un peu mixées, pas organisées, mais ça avance tellement vite qu'il y aura vraiment des choses hyper intéressantes par la suite, et tout le monde s'y met sur cette génération de vidéos. Et le pire, c'est que vous voyez la femme Sora qui était générée dans le premier vidéo, d'une seule image. On peut maintenant générer des vidéos, elle chante. C'est d'une seule image. Ça veut dire qu'il suffit que vous n'avez pas de compte. Vous avez juste une seule image sur WhatsApp, ou une seule image sur LinkedIn, etc. Et ça suffit une seule image pour générer votre visage en train de dire ce qu'il veut dire. Là, pour chanter, pour dire des choses, il y a d'autres idées. Le 29 janvier, il y a eu à Hong Kong une arnaque de 26 millions. Parce qu'ils ont fait toute une réunion pour demander de l'argent de 26 millions.
Et c'était tout une réunion dans le sens visio. Et ils ont demandé, ils ont eu, etc. Et après, ils détectent que c'est du deepfake. Et je vous laisse avec ça. Françaises et Français, mes chers compatriotes, la semaine dernière, je m'adressais à vous pour évoquer la crise que traverse notre pays. La guerre était alors une idée lointaine. Aujourd'hui, elle est réalité. Au nom de la France et du pouvoir qui m'habite, j'ai pris mes responsabilités de chef des armées, quoi qu'il en coûte, afin de contenir l'ennemi. Les deux composantes essentielles de la force de frappe française, aéroportée et sous-marine, ont été mises en branle. Rassurez-vous, nous avons sorti l'artillerie lourde. Oui. Je passe. Parce que je ne veux pas que l'armée commence à s'agiter. On voyait sur la vidéo qu'il y avait Vance Faker. Parce que, voilà, c'est créé, il est sur Internet aujourd'hui, il est sur YouTube. Je demandais l'autorisation pour mettre ce film. Mais c'est vraiment, vraiment dangereux ce qui se passe. Et il est très convaincant, s'il n'avait pas tourné la tête, on pouvait même croire que c'est un vrai vidéo. Et du coup, aujourd'hui, il y a des plateformes avec l'IA. Ils essayent juste de détecter les fake news comme Pastor AI, c'est aussi une firme française, pour détecter tous ces fake news, textes, etc. Ou bien deepfake. Deepfake, ils ne se sont pas mis encore, ils vont le faire, je pense. Pardon. Alors, plus d'objets connectés, plus de risques, et c'est ça notre... Encore 10 minutes, je termine. Non, je suis dans le temps. Plus d'objets connectés, plus de risques. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pendant ces années-là dans la recherche? Il y a ce qu'on appelle les objets connectés. Les objets connectés sont les bracelets connectés, les montres, les objets médicaux aussi qui sont connectés. Et il y a de plus en plus de ces objets-là, de plus en plus de risques. Du coup, la représentation déjà de ces objets, c'est difficile à faire. On s'est basé sur le vitre attaque pour voir les scénarios qui sont possibles pour tout ce qui est objet connecté. Avec ce petit schéma, on essaye de voir quels sont les risques. Et on s'est intéressé à la base de ce que l'Union européenne nous demande comme transparence et fiabilité, parce qu'on va faire aussi la détection des cyberattaques sur les objets connectés, mais avec beaucoup de confiance. Du coup, on s'est basé sur les règlements européens pour ce qui est traçabilité et confiance. Et on a dit que pour faire ce projet-là, on a des datas, on a des données qui peuvent être des tableaux de ce type. On a dit que la représentation qui représente vraiment le système complexe du monde, c'est beaucoup plus graphe que texte ou image ou tableau, des valeurs, etc. Et du coup, on le voit clairement que pour vous, un tableau comme ça ou un tableau comme ça, même pour les scientifiques, ça ne représente pas grand-chose. Mais un tableau qui dit 3 adresses IP qui envoient le même paquet à un target IP comme ça commence un peu à donner plus de sens. Et du coup, on s'est basé sur l'étude des graphes en toute transparence, avec beaucoup d'appui sur les paramètres de confiance pour détecter les cyberattaques. Et du coup, on a fait ça avec notre doctorante aujourd'hui, docteur Anani, qui a travaillé sur ça et elle a soutenu en 24 janvier sa thèse. Et on s'est intéressé à dire, par exemple, pourquoi les graphes? Parce que si on a ce graphe-là, est-ce que vous pouvez deviner qui est au centre de ces relations-là, qui est en relation avec tous ces caractères? Bon, il n'y a pas des enfants avec nous, mais voilà, c'est trivial avec les graphes de trouver les relations, les contacts, etc. Et du coup, on se base sur les graphes pour ce qui est graphe knowledge, ou bien surtout la partie
des liens qui peuvent être facilement étudiés. Et puis après, si on a des nouveaux murs, des nouveaux objets connectés, on peut trouver leur rôle dans la démarche. Mais sur la chaîne des valeurs, de la partie data, que je peux commencer à dire data, mémoire, etc., jusqu'à la partie interprétation humaine dans l'IA, il y avait beaucoup de travaux sur la performance des modèles. Ça veut dire quel est le output qu'on peut avoir, ou quelle est la sortie qu'on peut avoir, la performance. Mais il y avait bien l'impact des données sur la performance, l'impact des modèles sur la performance, etc., et aussi l'interprétation humaine. Du coup, on a créé ces paramètres pour aider à comparer les différents modèles, pas seulement à donner une intelligence ou bien un modèle ou un code qui détecte ça ou ça, mais aussi qui présente les choses étape par étape, et il donne des paramètres, corrélation, performance, mais plutôt l'entropie pour les données, etc. Parce que si les données sont très bruitées, c'est quelque chose, sinon c'est autre. Et du coup, on a maintenant comme un tableau de facteurs qui nous aident à, quand un système détecte quelque chose, il nous donne le pourquoi et le comment, en quelque sorte. Pas vraiment le comment, mais on veut savoir le avant, le après, pour comprendre le comment. En conclusion, voilà, j'ai respecté le temps. En conclusion, l'intelligence artificielle, c'est vraiment une révolution pour le monde actuel. La technologie, tout ce qu'on peut faire avec, tout ce qu'on peut générer, ça peut nous faire gagner du temps, ça c'est vrai, mais ça peut aussi créer des fake news, des problèmes. Il y a des limites au niveau de transparence, de confiance. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces limites? Travaillons encore là-dessus, ensemble. La représentation graphique, on a vu qu'elle aide beaucoup, et en fait, depuis quelques années, c'est la tendance. C'est-à-dire, on a beaucoup exploité le texte, les images, les images, c'est des vidéos aussi, parce que c'est la séquence des images avec l'audio. Et aujourd'hui, les modèles apprentissage par graphe, c'est les modèles futurs, et les modèles qui vont travailler sur ce monde complexe. Nous, on est des individus dans un système complexe, notre interaction, etc. Alors, utilisant ces technologies-là, la triade de la technologie, intelligence artificielle, objets connectés et blockchain, pour impulser encore de plus la justice dans ce monde. Et je remercie pour votre attention. Je vous laisse avec cette séance en disant qu'aujourd'hui, il y a, c'est comme des philosophes de l'époque Mésopotamie, mais avec l'expérience de 7 ans. 7 ans parce que l'IA aujourd'hui, elle fait le travail d'un élève qui a 7 ans d'expérience. Et voilà. Du coup, on tend vers les spécialistes. Et je vous remercie. On va regarder le mur, des questions. Merci. Ravi, un grand merci. Merci. Alors moi, j'ai pas du tout confiance. Alors, pas du tout. Il faut. Et puis alors, j'ai trouvé 2 mots qui ont la particularité d'être avec exactement les mêmes syllabes à la fin. Défiance et méfiance. Alors défiance, vous l'avez largement exposé au cours de votre présentation. Méfiance, c'est le cas des pubs, par exemple, Montblanc, BMW. Défiance, les hackers. Alors, ma question est simple. Comment pouvez-vous avoir confiance? Ouais. Merci pour la réponse que vous avez faite. Merci pour votre question. Bon, moi j'ai confiance parce que j'invite tous les jeunes à être des spécialistes dans le domaine.
Mais c'est parce qu'on travaille dans le domaine. Du coup, on sait les limites et on sait déjà que l'IA existe depuis vraiment très longtemps. Et c'est que maintenant qu'on a pu franchir des cas pour le public. Mais en vrai, les spécialistes, par exemple, moi je pense sur l'IA qui est utilisée pour la sécurité, avec le travail avec les pilotes, ou bien la sécurité, ou bien la bonne médecine aussi. Du coup, j'ai confiance parce que je veux promouvoir ce côté-là de la technologie qui va nous aider dans le domaine médical, qui va nous aider dans le domaine de relax, du jour. Et il faut juste voilà, faire avec. C'est pareil depuis la création de tout objet qu'on a eu des challenges comme ça. À chaque fois, on dit c'est très risqué, mais on arrive quand même à faire les choses comme il faut. Et il faut donner beaucoup de confiance aux scientifiques. Voilà. Merci. Il y a 3 questions sur le gravure des questions, mais du coup, je vais les lire après. Bonsoir et merci de cet exposé. Je serai bref, d'où cette fiche que j'avais préparée avant. Sinon, le bouton off, c'est là. Je suis amené avec le titre Saint-Cyr et Supérette. Je voulais encore souligner les sources majoritairement anglo-saxonnes de ces big data, les banques de données good French, donnant des résultats parfois sexistes, racistes, aberrants ou absents. Je viens d'aller sur ChatGPT 3 pour avoir des renseignements sur le réseau intégré des transmissions militaires à mettre à la gloire des ingénieurs Thomson qui sortaient de Supélec, qui sortaient de l'ENSTA, qui sortaient de... Et en face d'eux, il y avait des officiers qui avaient suivi des études aussi supérieures. Pas grand-chose. Rien. Sauf ce que j'avais écrit en 2020 dans un wiki. Un wiki, c'est un site internet à 3 francs 6 sous. Je peux ajouter que Wiki, c'est juste 3% des data de ChatGPT. Juste 3%. Du coup, ils ont repris sur des bouquins, sur des choses sur Internet de toutes sortes. Wikipédia fait juste 3%. Du coup... je continue. Oui. À la gloire de nos ingénieurs français qui travaillent très bien dans certains domaines d'intelligence artificielle, dont vous faites partie, puisque vous travaillez sur Mike. Alors, dès 1962, ils ont conçu et réalisé un réseau zonal maillé, chiffré, numérisé, attribution d'un numéro unique avec recherche de l'abonnement par diffusion d'appels. Ils ont développé le premier smartphone opérationnel que les Américains ont acheté sur étagère en 1986. Au milieu d'une clairière, le secrétaire d'État a appelé Washington. 18 kilos, donc sur une Jeep P4 ou sur un Humvee. J'ai fini. Modulation delta, coupure terminale. Bon, j'ai moi-même relié en général de la Liège à Madrid. J'ai terminé. Je n'ai pas plus de son. C'était simplement pour dire que c'est vrai que vous avez dit, monsieur. Du coup, c'est ce que je disais, c'est que les données ne sont pas égales pour les langages, et ça c'est complètement vrai. Est-ce que je peux lire juste une question sur la couleur des questions et on on a des questions. Alors, sur le... je ne sais pas si on peut le mettre là, mais l'IA peut-elle être créative ou finalement
créative où finalement on augmente la puissance sans pour autant aller au-delà de la fonctionnalité pendant la conférence de reproduire. Pour le moment, je suis mitigé devant cette question parce que, en vrai, ce qui se passe, c'est la reproduction. Mais aussi, dans la créativité, une partie de la créativité commence par reproduire ce qu'on apprend. Du coup, faire des choses similaires, des tableaux similaires à un peintre. Et au fur et à mesure de créer, de répéter les œuvres des autres, on apprend, et puis après, via une résistance cognitive, ça c'est aussi dans la science cognitive, qu'on peut franchir la créativité. Du coup, pour le moment, on est sur la route. Est-ce qu'on va la franchir? Oui ou non? Ça dépend si on arrive vraiment à faire des systèmes qui font vraiment aussi de résistance cognitive. Ça veut dire la machine, quoi, toute d'elle-même, dire non, maintenant je médite, je fais une relaxation, puis après je crée d'autres choses. Pas nécessairement à la base des prompts qui existent. On prend... Bonsoir monsieur, bonsoir pour votre intervention. J'avais une question aujourd'hui, nous sommes dans le cadre des forces armées aujourd'hui. J'ai deux questions, une très générale et une plus spécifique. La première, quelles sont les interactions entre l'intelligence artificielle et les forces armées aujourd'hui? Et ma deuxième, on voit que l'intelligence artificielle est présente dans le monde entier et va très vite. Est-ce que cette intelligence artificielle peut l'être aujourd'hui un moyen de dissuasion dans la diplomatie, dans les forces armées? On voit que c'est un moyen de donner beaucoup d'images, de donner beaucoup d'informations. Est-ce que les forces armées l'utilisent déjà aujourd'hui, ou est-ce que c'est un moyen que va être amené à déployer nos forces armées? Merci. Moi, je n'investigue pas beaucoup sur le côté armé de l'application de l'IA, mais d'après ce qu'on voit, il y a quand même des utilisations. Ça veut dire des utilisations au niveau, par exemple, des drones, il y a des utilisations au niveau de nombre de missiles qu'il faut lancer, la vitesse des machines, etc. Du coup, je ne sais pas jusqu'à quel degré c'est aujourd'hui appliqué, utilisé, etc. Il y a des armées qui font des pubs, qu'eux ils utilisent l'IA, etc. On est fiers de le faire, mais ce n'est pas complètement et nécessairement tout le temps vrai. Du coup, je n'ai pas de réponse exacte pour votre question. Je vais peut-être rajouter un petit point pour les armées, juste rajouter un complément. On utilise bien évidemment dans le service de renseignement, et aussi les membres du CRT, du commandement du renseignement présent dans la salle, ils le savent. On utilise l'intelligence artificielle pour trier l'information, inévitablement. Nous avons une société qui s'est spécialisée, qui s'appelle Brilliance, spécialisée dans le traitement de l'imagerie satellitaire. Elle a été gavée, on parlait le biais de la base de données initiale, elle a été gavée de données et elle est capable, à partir d'images prises par nos satellites, d'identifier quasiment aujourd'hui tout type de véhicule sur des photos satellitaires. Donc c'est une aide considérable à la prise de décision. Donc bien évidemment, on utilise énormément d'intelligence artificielle et on gave les bases de données pour les aider à trouver, à identifier des situations, des personnels, des véhicules, des matériels, dans tout type d'organisation, dans tout type de théâtre, tout type de configuration, que ce soit désertique, hivernal, urbain, confronter un char avec un camion, confronter un char avec un bus, de manière à faciliter, à identifier tout de suite, notamment les sites de haute valeur ajoutée. Vous avez évoqué précédemment que l'Union européenne était un précurseur sur l'intelligence artificielle et qu'ils avaient commencé à mettre en place des lois. En quoi consiste-t-elle et en quoi limite-t-elle ou contraigne-t-elle l'évolution de l'intelligence artificielle en Europe actuellement? Merci pour votre question. Oui, en fait, au niveau,
si je vais résumer comment l'Union européenne voit les choses, ils ont placé l'intelligence artificielle, et ça c'est bizarrement, ils l'ont placé, bizarrement je pense qu'ils ont consulté les spécialistes aussi, par niveau de risque. Du coup, ils ont dit si niveau de risque très élevé, c'est par exemple tout ce qui est lié à utiliser l'intelligence artificielle dans biométrie, par exemple. L'utilisation, elle est interdite en Europe, sauf pour les États. Ça, c'est dans les hauts risques. Les jeux des enfants aussi. On ne peut pas utiliser l'IA pour les jeux des enfants parce que on ne sait pas quel risque ça va engendrer. On n'a pas encore de clarté là-dessus. Du coup, ça, c'est le risque le plus élevé. Et ils ont dit risque très élevé, risque moyen, risque faible. Et je pense qu'ils ont placé 4 niveaux. Et à la base de ça, ils décident si c'est libre à l'application d'exister ou à la plateforme d'exister, ou c'est interdit que, par exemple, une plateforme X, par exemple, crée des jouets avec l'IA pour les enfants. Directement injecter des images, des trucs, etc. On ne sait pas. Mais eux, ils ont estimé les choses comme ça, ils ont placé les choses de cette manière. Du coup, on voit qu'au moins ils sont au courant, ce qui n'est pas le cas en Amérique. Ils sont en train de se questionner actuellement pour ce sujet. Merci pour votre intervention. À votre connaissance, je ne sais pas si c'est votre domaine en fait, mais est-ce que l'intelligence artificielle peut-elle être utilisée de façon efficace dans la prévention des attaques sur les marchés financiers? Et par exemple, je parle aussi de cryptocurrency, etc. Peut-être que c'est déjà en route, mais... Aujourd'hui, pour ce sujet, je sais très bien que l'IA est utilisée dans le marché, dans le sens pour acheter ou bien vendre des crédits sur le marché boursier. Mais à ce niveau-là, il y a eu même des soucis parfois avec ces algorithmes qui échangent à une vitesse très très grande. Et une fois, par exemple, il y a une chute parce qu'ils vont se suivre l'un après l'autre. Une fois, un qui bug, tous les autres les suivent. Ce sont des différents algorithmes ou bien différentes entreprises qui le font. Et ça a créé des dégâts. Mais c'est parce que l'IA est déjà utilisée automatiquement. Ça veut dire que les gens peuvent s'inscrire automatiquement avec un algorithme, que c'est l'algorithme qui achète pour les gens. Et ça peut être circulé. Maintenant, ce qui peut affecter, c'est les fake news qui peuvent affecter cet algorithme-là. Parce qu'en fait, ces algorithmes suivent les médias, etc., ce qu'on dit dans les médias. Et une fois des fake news ça peut engendrer des dégâts. Mais pas des algorithmes d'attaque directe, ça, je n'ai pas de connaissance. C'est sur un côté, pas vraiment. Merci. Bonsoir.